Nous sommes aujourd'hui dans le Kentucky, et nous nous plongeons dans l'histoire incroyable de Cletus Robbins Jr., un homme qui a osé défier l'autorité d'un juge d'une manière que personne n'aurait jamais pu imaginer. Dans cette vidéo, nous vous présenterons le contexte criminel et les poursuites judiciaires qui ont conduit à cet affrontement sauvage. Préparez-vous à découvrir les événements choquants qui se sont déroulés dans la salle d'audience, alors que Cletus Robbins Jr. riposte au juge avec vengeance. Il a été reconnu coupable d'une série de chefs d'accusation tels qu'enlèvement avec lésions corporelles graves et vol qualifié au premier degré, entre autres. C'était un après-midi ensoleillé dans la petite ville d'Oakwood. La communauté est connue pour ses rues paisibles et ses quartiers soudés. Mais derrière cette façade idyllique, une tempête se préparait. Cette tempête va bientôt engloutir la vie de ses habitants, en particulier celle de Cletus Robbins Jr. Cletus Robbins Jr. est un nom qui deviendra bientôt synonyme de controverse et de défi. Né et élevé à Oakwood, Cletus a connu une enfance difficile. Il grandit dans un foyer désuni et trouve du réconfort auprès des mauvaises fréquentations, ce qui le conduit sur la voie de la criminalité et de la rébellion. Adolescent, Cletus a sombré dans une vie de petits vols et de vandalisme. Ses activités criminelles se sont intensifiées au fil des ans, lui valant une réputation de fauteur de troubles au sein de la communauté. Mais c'est une nuit fatidique qui va changer à jamais le cours de sa vie. C'est par une nuit de lune que Cletus et sa bande ont décidé de cambrioler la bijouterie locale. Leur plan était méticuleux, du moins le pensaient-ils. Ils étaient loin de se douter que leurs moindres faits et gestes étaient surveillés par les yeux vigilants des forces de l'ordre. Alors que Cletus et ses complices pénètrent de force dans la bijouterie, l'alarme retentit, alertant la police. Le chaos s'installe, alors que le gang se précipite pour s'emparer d'un maximum de butin. Mais leur fuite a été interrompue par l'arrivée de la police, qui a encerclé le magasin. Une course-poursuite à grande vitesse dans les rues d'Oakwood s'ensuit, Cletus et sa bande tentant désespérément d'échapper à la capture. La poursuite a pris fin de façon dramatique lorsque leur voiture s'est écrasée contre un lampadaire, les laissant piégés et à la merci de la loi. Cletus Robbins Jr. a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation: cambriolage, volume, enlèvement avec lésions corporelles, agression au second degré et fuite. Les preuves contre lui étaient accablantes et ne laissaient guère de place au doute. La tension régnait dans la salle d'audience alors que le juge présidait l'affaire, pleinement conscient de la gravité des crimes commis. L'accusation a présenté un dossier convaincant, dépeignant Cletus comme un dangereux criminel qui menaçait la société. Des témoins ont témoigné contre lui, racontant la terreur qu'ils avaient ressentie lors du cambriolage de la bijouterie. Le sort de Cletus semblait scellé. Après un long procès, le jury a rendu son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Cletus Robbins Jr. est sur le point d'être condamné à une longue peine de prison, ce qui lui permettra de payer pour ses crimes. Mais personne ne se doutait que ce ne serait que le début d'une série d'événements choquants et sans précédent. Quelques minutes à peine après la condamnation de Cletus Robbins Jr., l'assistant du procureur du Commonwealth, Jonathan Lee, a demandé à l'accusé de ne parler à personne d'autre qu'à son avocat, conformément aux règles habituelles du tribunal. Le juge lui inflige ensuite une lourde peine et le condamne à un maximum de 25 ans de prison. Mais la séance n'est pas terminée pour Robbins. Il a encore beaucoup de choses à dire. Avant d'être éjecté du tribunal, il profère une dernière menace. Aucune autre charge n'a été retenue contre Robbins pour sa mauvaise conduite dans le tribunal. Sa peine de 25 ans est maintenue. Bienvenue au palais de justice du comté de Douglas pour l'audience de Sahara Fakir, 32 ans, accusé de vol à main armée, de cambriolage et de meurtre. Dans le cadre de la sentence d'aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire glaçante de Sahara Fakir, un nom qui a provoqué une onde de choc dans la petite communauté de Douglasville, en Géorgie. Rejoignez-nous pour explorer les événements sombres et tortueux qui ont entouré l'implication de Sahara Fakir dans le meurtre de Jeremy Wheeler, un homme d'affaires local et père de famille bien aimé. De la scène de crime troublante à la défense controversée qui a laissé tout le monde stupéfait, cette histoire est remplie de rebondissements choquants. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière les crimes de Sahara Fakir et les réponses étranges qu'elle a données lors de son procès. Le 19 juin 2013, une tragédie a frappé la paisible ville de Douglasville. Jeremy Wheeler, un homme d'affaires local et père de famille apprécié, vaquait à ses occupations, totalement inconscient de l'horreur qui l'attendait. Il était loin de se douter que son voisin, Sahara Fakir, serait à l'origine de sa mort prématurée. Jerry Wheeler, un habitant de Douglasville âgé de 60 ans, se trouvait dans sa maison de River Run Drive et se préparait à dîner vers 14 heures. C'était une journée apparemment ordinaire, jusqu'à ce que Sahara Fakir, sa voisine âgée de 32 ans, pénètre dans sa maison et commette un acte de violence odieux. Le département du shérif du comté de Douglas a reçu un appel de l'officier Michael Wheeler, fils de Jerry et lui-même shérif adjoint.
Michael avait découvert le corps sans vie de son père et avait d'abord cru à une mort naturelle. Cependant, après un examen plus approfondi, il s'est avéré que Jerry avait été brutalement poignardé à mort. La scène de crime offre un spectacle horrifiant. Les murs sont couverts de sang et la maison est en désordre. Les secouristes ont été confrontés à une scène effroyable qui les a profondément ébranlés. Un mois après le meurtre, les autorités ont fait une percée dans l'affaire. Sahara Fakir, membre des Custodians of Faith et voisin de Jerry Wheeler, a été arrêté et inculpé de meurtre, de vol à main armée et de cambriolage. Les charges retenues contre Sahara étaient fondées sur la correspondance d'une empreinte de pas trouvée sur la scène de crime, la reliant au meurtre de l'homme d'affaires local bien-aimé. L'arrestation de Sahara Fakir a apporté un certain soulagement à la communauté, mais elle a également soulevé de nombreuses questions. Qu'est-ce qui a pu la pousser à commettre un acte aussi brutal? Et quelle sera sa défense au cours du procès? Au début du procès, la communauté et les médias étaient impatients d'entendre la version de Sahara Fakir. Plaidera-t-elle coupable? Ou présenterait-elle une défense qui choquerait tout le monde? Le procès de Sahara Fakir allait bientôt devenir un spectacle, car sa défense prenait une tournure inattendue. Le procès de Sahara Fakir était un événement très attendu, la communauté cherchant à obtenir justice pour le meurtre odieux de Jerry Wheeler. Au début de la procédure, tous les regards étaient tournés vers Sahara, attendant d'entendre sa défense. Sahara Fakir, qui se représentait elle-même au tribunal, a adopté une approche non conventionnelle et bizarre pour sa défense. Elle a affirmé que le tribunal lui-même était maudit et a demandé sa libération immédiate. Dans un moment glaçant du procès, lorsque le juge l'interroge sur sa représentation juridique, les réponses les plus bizarres se succèdent. La croyance de Sahara en la malédiction et sa conviction inébranlable ont laissé tout le monde stupéfait dans la salle d'audience. Mais malgré ces affirmations bizarres, le jury a dû se concentrer sur les preuves présentées contre elle. L'accusation a présenté un dossier convaincant contre Sahara Fakir, soulignant les preuves accablantes de son implication dans le meurtre de Jerry Wheeler. Le jury a dû évaluer les preuves par rapport à la défense non conventionnelle de Sahara. Le verdict du jury a été rapide et décisif. Sahara Fakir a été reconnue coupable du meurtre de Jerry Wheeler. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La condamnation de Sahara Fakir a déclenché une vague de controverses, certains mettant en doute la santé mentale de ses déclarations, d'autres étant intrigués par la profondeur de ses croyances. Le procès a captivé la nation, laissant de nombreuses personnes avec des questions persistantes sur les motivations derrière les actions de Sahara. À ce jour, Sahara Fakir est toujours derrière les barreaux, purgeant sa peine pour le crime odieux qu'elle a commis. Son cas continue d'être un sujet de discussion, beaucoup essayant de comprendre les complexités de son esprit et l'étendue réelle de son implication dans le meurtre. Le drame qui a entouré le procès de Sahara Fakir et ses déclarations étranges resteront à jamais gravés dans les annales de l'histoire des crimes authentiques. Après avoir été reconnu coupable du meurtre de Jerry Wheeler, Sahara Fakir a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La communauté a poussé un soupir de soulagement collectif, sachant que justice avait été rendue. Mais qu'est-il advenu de Sahara Fakir depuis sa condamnation? La condamnation de Sahara Fakir a suscité des discussions sur les motivations de ses actes et sur la profondeur de ses convictions. Beaucoup se sont demandé si les déclarations bizarres qu'elle a faites au cours du procès reflétaient réellement son état d'esprit ou s'il s'agissait d'une stratégie de défense calculée. Les psychologues ont déclaré que le cas de Sahara Fakir était complexe. Les déclarations qu'elle a faites au cours du procès suggèrent qu'elle croyait fermement en une puissance supérieure et qu'elle était convaincue d'être l'instrument de la justice divine. Cela soulève des questions sur l'intersection entre les croyances religieuses et le comportement criminel. Bien que le lieu où se trouve Sahara Fakir ne soit pas rendu public pour des raisons de sécurité, son affaire a laissé un impact durable sur la communauté et le système judiciaire. La famille Wheeler continue de faire face à la perte de leur père bien-aimé et au traumatisme causé par les actions de Sahara. L'impact des crimes de Sahara Fakir ne se limite pas à la famille Wheeler. La communauté de Douglasville, en Géorgie, a été changée à jamais par la tragédie qui s'est déroulée en son sein. L'affaire Sahara Fakir met également en lumière le dévouement et le travail acharné des forces de l'ordre et du système judiciaire pour traduire les criminels en justice. Le verdict rapide et la condamnation ont démontré les preuves accablantes contre elle. L'histoire de Sahara Fakir sert de mise en garde, nous rappelant les ténèbres qui peuvent se cacher au sein d'individus apparemment ordinaires. Elle nous rappelle avec effroi que le mal peut se manifester de manière inattendue. Prenez place et bienvenue au tribunal du comté de Volusia, en Floride, où nous nous penchons sur l'affaire choquante d'Alan McCarthy,
un homme dont les crises explosives et les menaces à l'encontre d'un juge ont plongé la salle d'audience dans l'incrédulité la plus totale. Il s'agit de l'audience préliminaire d'Alan McCarthy, accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'une juge, dont il pense à tort qu'elle a enlevé ses enfants lors d'une affaire de garde d'enfants il y a 14 mois. Rejoignez-nous pour explorer les détails de cette affaire extraordinaire, où les menaces et les insultes de McCarthy s'étendent au-delà du juge, jusqu'à son avocat de la défense. Nous vous ferons revivre le chaos de la salle d'audience, les avertissements sévères du juge et les conséquences choquantes qui ont abouti à la longue peine de prison de McCarthy. Dans la salle d'audience calme et apparemment ordinaire du centre de justice de Daytona Beach, en Floride, une tempête se préparait. Le décor était planté pour une confrontation dramatique qui allait laisser tout le monde sous le choc. C'est l'histoire d'Alan McCarthy, un homme dont la colère et la frustration ont atteint un point d'ébullition, entraînant une série d'événements qui changeront sa vie à jamais. C'était un jour ordinaire dans la salle d'audience. La juge, Stasia Warren, présidant une affaire qui allait bientôt prendre une tournure inattendue. Alan McCarthy, un homme de 36 ans originaire de Milton, dans le comté de Santa Rosa, est assis dans le fauteuil de l'accusé, le visage marqué par la colère et le ressentiment. Personne ne se doutait que cet homme apparemment ordinaire abritait une rage profonde qui allait se déchaîner. Les problèmes de McCarthy ont commencé bien avant qu'il ne mette les pieds dans la salle d'audience. Il pensait que ses enfants lui avaient été injustement retirés, ce qui alimentait un sentiment croissant de frustration et de désespoir. Alors que la bataille pour la garde des enfants fait rage, la colère de McCarthy s'envenime et il est rongé par un désir de vengeance. Les événements qui ont conduit à cette confrontation explosive au tribunal ont commencé des mois auparavant. McCarthy avait passé de nombreux appels au 911, exprimant ses frustrations à l'égard du juge Warren et de la décision concernant la garde des enfants. Les répartiteurs qui répondaient à ces appels s'étaient familiarisés avec ses colères et ses menaces. Mais ils étaient loin de se douter que ces appels n'étaient qu'un aperçu de l'obscurité qui régnait dans l'esprit troublé de McCarthy. Lors d'un appel particulier, la rage de McCarthy atteint de nouveaux sommets. Il a dirigé sa colère contre l'enfant à naître d'un procureur, proférant des menaces ignobles et inquiétantes. La gravité de ses propos a provoqué une onde de choc dans la communauté juridique, et l'affaire a pris une toute autre ampleur. Tout au long du procès, les accès de colère de McCarthy sont devenus de plus en plus fréquents et inquiétants. Il profère des insultes et des jurons à l'encontre de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience, y compris son propre avocat. L'atmosphère était chargée de tension, les personnes présentes se préparant à ceux qui allaient suivre. C'est ainsi que le jour du jugement est arrivé. McCarthy est assis dans la salle d'audience, les mains liées par des menottes et les jambes entravées. Mais ces entraves ne suffisent pas à éteindre le feu qui brûle en lui. Alors que le juge Matt Foxman s'adresse à la cour, la tension dans la salle atteint son paroxysme. L'audience a démarré sur les chapeaux de roue, l'accusé faisant un doigt d'honneur au juge et refusant de répondre. « Je ne suis pas sous serment », n'a cessé de répéter l'accusé. Il ne s'agit même pas du juge qui aurait enlevé ses enfants. Ce juge innocent est sous le feu des critiques pour un crime imaginaire commis par un autre juge, et le va-et-vient continue. Le juge Foxman a révélé la vérité choquante sur les menaces de McCarthy à l'encontre de l'enfant à naître d'un procureur. Cette révélation a touché un point sensible et la colère de McCarthy est entrée en éruption comme un volcan. Le chaos s'est installé lorsque le juge Foxman a ordonné que McCarthy soit expulsé de la salle d'audience. Des adjoints se sont précipités pour le maîtriser, mais ses cris et ses injures ont continué à envahir l'air. Ce fut une scène de chaos total, les échos de la rage de McCarthy se répercutant dans les couloirs de la justice. McCarthy est traîné au loin, sa voix s'estompant dans le lointain. Mais l'impact de sa crise explosive persistera, laissant tout le monde dans la salle d'audience ébranlé et troublé. Alors que les échos de l'explosion d'Alan McCarthy s'estompent, la salle d'audience est en état de choc. Les conséquences de ses actes sont sur le point de se manifester, et le poids de la justice va s'abattre sur lui. Retiré de la salle d'audience, McCarthy se retrouve confiné dans une petite pièce derrière la salle d'audience. Menotté et entravé, il peut encore entendre la procédure par l'intermédiaire d'un haut-parleur et observer les événements qui se déroulent à travers une vitre sans teint. C'est là qu'il sera témoin des conséquences de sa propre rage. Le procès de McCarthy avait été marqué par un comportement perturbateur et des confrontations, mais son accès de colère lors de l'audience de détermination de la peine a porté son défi à un tout autre niveau. Ses paroles avaient touché un point sensible, et le juge était déterminé à faire en sorte que McCarthy subisse toutes les conséquences de ses actes. Le juge de circuit Matt Foxman n'a pas perdu de temps pour s'attaquer au comportement méprisant de McCarthy. Il a souligné la gravité des menaces proférées par M. McCarthy, non seulement à l'encontre de la juge Stasia Warren, mais aussi à l'encontre de l'enfant à naître d'un procureur. Les mots du juge étaient sévères, reflétant la gravité de la situation. La salle d'audience était remplie d'un mélange de choc, d'incrédulité et d'un sentiment de justice rendue. L'impact des mots de McCarthy se répercute dans la salle, ne laissant aucun doute sur la gravité de ses actes.
Ryan Bélanger, l'avocat de McCarthy, est resté silencieux, son visage n'étant qu'un masque de résignation. La mère de McCarthy, présente dans la salle d'audience, a choisi de ne pas prendre la parole, mais a exprimé ses excuses pour le comportement de son fils. Le poids des actes de McCarthy pèse lourd dans l'air, affectant toutes les personnes impliquées. Le juge Foxman, fermement résolu, a prononcé la sentence. Alan McCarthy devra purger une peine de 20 ans de prison pour ses menaces à l'encontre de la juge Stasia Warren. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Le juge a également infligé une peine supplémentaire de 10 jours pour outrage au tribunal, conséquence directe des débordements de M. McCarthy pendant l'audience. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement et de satisfaction lorsque la sentence a été prononcée. La sévérité de la peine reflète la gravité des menaces proférées par M. McCarthy et la nécessité de protéger l'intégrité du système judiciaire. Le procureur de l'État, R.J. Larizza, dans une déclaration faite après la condamnation, s'est dit convaincu que la peine de 20 ans donnerait à M. McCarthy suffisamment de temps pour réfléchir à la gravité de ses actes. Il s'agissait d'un message sévère, adressé à quiconque oserait menacer le caractère sacré de la salle d'audience. Les conséquences de l'emportement de McCarthy allaient au-delà de la peine d'emprisonnement. La peine supplémentaire de 10 jours signifiait qu'il ne pourrait pas être placé dans un centre de placement à l'extérieur ou dans un centre de réinsertion sociale pendant son séjour en prison. C'est un nouveau coup porté aux espoirs de McCarthy de bénéficier d'un emprisonnement plus clément. Une fois que McCarthy aura purgé sa peine d'emprisonnement, il purgera sa peine de 10 jours dans la prison du comté, rappelant ainsi le mépris dont il a fait preuve à l'égard du tribunal et la nécessité de rendre des comptes. Le drame qui s'est déroulé dans la salle d'audience autour des menaces et des débordements d'Alan McCarthy a eu des conséquences profondes qui ont dépassé les murs du centre de justice. Pour la juge Stasia Warren, l'expérience a été tout simplement traumatisante. Les menaces de M. McCarthy ont touché le cœur même de son rôle de juge, sapant l'intégrité du système judiciaire. Le poids de ses paroles a perduré, lui donnant un sentiment accru de vulnérabilité. La crise de McCarthy a mis en lumière les défis auxquels le système judiciaire est confronté lorsqu'il s'agit de traiter avec des individus qui font preuve d'un comportement aussi extrême. Il a soulevé des questions importantes sur la sécurité des salles d'audience, la protection des juges et du personnel judiciaire, et la nécessité de mesures plus strictes pour prévenir des incidents similaires à l'avenir. L'incident a incité à revoir les protocoles de sécurité au sein du centre de justice et a suscité des discussions parmi les professionnels de la justice sur l'importance de maintenir un environnement sûr et respectueux pour toutes les personnes impliquées. Cette affaire a suscité des discussions sur la nécessité d'améliorer le soutien en matière de santé mentale, les programmes de gestion de la colère et les stratégies de résolution des conflits. Elle a mis en évidence l'importance de traiter les problèmes sous-jacents qui peuvent conduire les individus à recourir à des comportements aussi extrêmes. Le procureur R.J. Larizza, dans une déclaration faite après la condamnation, a souligné la gravité des menaces proférées par M. McCarthy et la nécessité de protéger l'intégrité du système judiciaire. La communauté dans son ensemble a exprimé un mélange de soulagement et d'inquiétude. Si beaucoup étaient soulagés que justice ait été rendue, il y avait aussi un sentiment de malaise quant aux problèmes sous-jacents qui avaient conduit à l'explosion de M. McCarthy. Cette affaire a rappelé qu'il restait du travail à faire pour s'attaquer aux causes profondes d'un comportement aussi extrême. L'affaire a également mis en lumière l'importance de soutenir et de protéger les personnes qui travaillent dans le système judiciaire. Les juges, les procureurs et le personnel des tribunaux jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'état de droit, et il est essentiel qu'ils se sentent en sécurité et respectés dans leur travail. En conclusion de cette vidéo, nous nous rappelons l'impact que la colère et les menaces peuvent avoir sur les individus, les communautés et le système judiciaire dans son ensemble. Le cas d'Alan McCarthy est une mise en garde qui nous incite à œuvrer pour une société fondée sur le respect, la compréhension et la responsabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.